Salut tout le monde, bienvenue à Overtime NHL en ce mercredi 15 juin. Heure exceptionnelle aujourd'hui, 12h30. Avec moi, pour ceux qui sont en vidéo, Stéphane Rochette à ma gauche. Je suis content de te retrouver en studio, Stéphane. Oui, salut, retour en Suisse. Salut Joe, salut tout le monde. Écoute, Stéphane, on a devancé un peu l'émission parce qu'évidemment, ce soir, je vais essayer de faire une petite sieste dans la soirée. Parce que je serai du premier match, au commentaire du premier match. Tous les matchs de la série finale seront commentés et co-commentés en français à 2h du matin, évidemment, heure de Suisse, mais on pourra les réécouter en rediffusion. Les vrais de vrais pour écouter, ou ceux, les vrais de vrais, les insomniaques, ou ceux qui bossent pas demain. Salutations dans le chat, Kevin, Georges-Henri et Sarah qui sont là, qui nous saluent. Évidemment, vous pouvez poser vos questions dans le chat tout au long de l'émission. On va évidemment revenir sur les deux demi-finales, parler également de la grande finale et un petit tour d'actualité là, de ce qui s'est passé dans les derniers jours ou dernières semaines en NHL. Il n'y a pas beaucoup d'actualité, évidemment. C'est beaucoup plus calme, là. Tout le monde est un peu sur la préparation du draft et ont les yeux rivés sur la grande finale. Pour ceux qui n'ont pas la chance de nous écouter en live, on vous rappelle que l'émission sera disponible en rediffusion sur Facebook, YouTube, Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud dans les prochaines heures. Stéphane, on commence tout de suite. Ready to go. On va commencer par la série la plus expéditive des demi-finales, celle entre l'Avalanche du Colorado et les Oilers d'Edmonton. On avait prédit une victoire du Colorado. On avait fait l'émission, la dernière émission. On l'avait dit, on sait tout aussi. Les gens, ils ont nous écouter. Pour une fois, on a 100% d'efficacité sur nos prédictions en demi-finale. Exactement. Mais les deux équipes restent sur 4 victoires de suite. Oui. Quand même. Hein, on sait que... Une avec une plus longue pause que l'autre, par contre. Exactement. L'Avalanche, ça a été en 4 matchs. Ils n'en ont perdu que 2 depuis le début des playoffs. Que 2. C'est 12 victoires, 2 défaites depuis le début des playoffs. Les Oilers d'Edmonton, nous, on avait fait l'émission, la dernière Overtime NHL. On avait parlé évidemment du premier match parce qu'il y avait déjà un match de jouer, un match porte ouverte. Oui, comme qui les Oilers. Qui s'était terminé, je crois, à 9-6 ou quelque chose comme ça. Par la suite, ça a été vraiment une domination de l'Avalanche du Colorado. Et Stéphane, pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment la profondeur de l'Avalanche qui a battu McDavid et Draisaitl. Exactement. On n'a pas contenu McDavid et Draisaitl. On les a contenus quand même un petit peu, mais la profondeur, surtout en défense, le manque de profondeur ou le manque d'aspect défensif. On a beaucoup critiqué en Amérique. Au Canada, les médias se sont beaucoup moqués de Daniel Nurse qui commande un contrat de 9 millions par année. Puis on dit qu'il est comme un fromage suisse, il est plein de trous là, dans son jeu. Non, mais il y a plein de lacunes dans son jeu. Les gens disent que les Oilers se sont appropriés ce joueur-là à 9 millions par année. C'est beaucoup trop cher pour ce qu'il apporte, autant offensivement que défensivement. C'est un gars aussi qui a eu quelques commotions. Donc, si ton leader en défense n'est pas vraiment un top joueur, il est payé comme un top joueur, mais il ne l'est pas. Mais l'autre truc que les gens ont beaucoup discuté en Amérique, c'est Mike Smith. Écoute, il a une moyenne de presque... Il y en a 91 et quelques de pourcentage d'efficacité devant la cage. Mais dans les moments clés, il n'a pas arrêté. C'est une aventure chaque fois. Mais c'est que son pourcentage d'arrêt est intéressant, 91 quelques, mais sa moyenne de buts alloués est près de 4. Ouais. Donc ça veut dire qu'il s'est fait bombarder. C'est ça. On peut le lire comme ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'a pas été transcendant. Il a été meilleur que Markstrom en deuxième ronde, le gardien des Flames. Ouais. Je pense plus que Markstrom a été très mauvais, mais il faut donner à César ce qui revient à César. Ouais. Smith a été meilleur. Oui. Mais là, clairement, il a été rattrapé. Stéphane, je vais quand même revenir sur Darnell Nurse. Moi, je suis d'accord que ce défenseur-là, c'est un beaucoup trop gros contrat. Mais à Edmonton, on n'avait pas de défenseur numéro 1 depuis Chris Pronger. Ouais. Ce qui date, là, c'est début des années 2000. Il y a Boucher qui milieu des années 2000. Tour, qui devrait... Evan Bouchard, qui a joué d'ailleurs de bonnes playoffs. À la défense de Darnell Nurse, il était blessé pendant les playoffs. Jouait moins qu'en saison régulière. Je pense que c'est une blessure à la cheville. Ouais. Donc ça, c'est sûr que ça peut impacter sur les pivots. La mobilité, oui. Je pense qu'on a été... Du côté des Oilers, c'est un haut choix. Darnell Nurse, c'est un énorme gabarit. Ouais. Je pense qu'on a été un peu aveuglé par ça parce que son jeu ne vaut pas 9 millions. Non. Mais tu es à Edmonton. Pour garder tes joueurs, il faut quand même que tu surpayes. Ah, ben oui.
fait froid, la ville, machin. Non, évidemment. Et puis, c'est une équipe qui est axée sur l'offensive et tout. Bon, voilà. Donc, mais ça a été un des sujets de discussion, la défensive des Oilers, le manque de profondeur. Il n'y a que 2 vedettes. Puis moi, je regarde Draisaitl aussi. Je fais une parenthèse sur Draisaitl. Offensivement, incroyable. C'est un buteur, c'est un passeur. Mais défensivement, hein, regardez son plus-minus, ce gars-là. Le plus-minus, évidemment, ça veut rien dire pour certains, mais moi, je regarde ça entre un gars qui est plus 15 et un gars qui est moins 2. Moi, je pense qu'il y a quand même une différence. Après, ça dépend contre qui tu joues, machin. Mais toutes les statistiques, ça dépend contre qui tu joues. Hein. Il y a beaucoup de points en powerplay. Donc, je trouve que... En tout cas, on en reviendra tout à l'heure là, pour les changements éventuellement des Oilers avec les gros contrats, mais je pense que Draisaitl, ça n'a pas l'air d'être un grand joueur d'équipe. Je sais pas, c'est une perception que j'ai de l'extérieur comme ça. Voilà. Mais pour revenir à Mike Smith, parce que je trouve du coq à l'âne, c'est très spécial de voir regarder. Hein. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience, un gars qui est assez âgé, parce 40 ans. Il fait des gros arrêts de temps en temps. Tu dis, wow! Puis d'autres fois, tu dis, mais il remet des patates chaudes. C'est drôle parce qu'au Québec, évidemment, il y a des commentateurs qui sont... Il y a Fizette, qui est un ancien gardien, et puis il y a Marc Denis, qui est un ancien gardien. Donc, il y a eu des analyses qui ont été faites sur les réseaux de télévision, puis ils disent que... Et puis Jonathan Bernier aussi, pas Jonathan Bernier, le Québécois qui vit à Montréal, qui est consultant à TVA Sport, pas de cheveux, qui a joué à Colorado. Bref, on va le retrouver. Oui. C'est un ancien gardien. Ils expliquent que non seulement il peut être faible sur un premier tir, mais c'est un gardien qui remet beaucoup de patates chaudes dans l'enclave. Donc, il devrait pas donner de rebond souvent sur des tirs anodins. Il donne un rebond, ça crée la gabegie devant le but, c'est un puck qui est libre et tout ça. Là, ça fait paniquer la défensive. Puis lorsqu'un joueur des Oilers le récupère, si c'est un défenseur qui fait le job, il le récupère, il n'est pas en bonne position pour relancer, il fait un rim, il doit se libérer de la pression. Donc, il y a une espèce de panique qui s'installe qui rend la présence de l'équipe en zone défensive beaucoup plus compliquée. Et j'ai trouvé très intéressant les analyses de ces gardiens-là. Parce que c'est des trucs qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas le métier d'un gardien. Nous, on voit souvent le premier shoot, on dit qu'il est trop profond, il n'a pas challengé. Là, il est fait, comme on dit au Québec, il s'est fait passer un sapin, il n'était pas bien placé. Mais eux, ils expliquaient, dans certaines situations, tu dois faire le premier arrêt, tu ne peux pas donner ce genre de rebond, tu dois envoyer ton puck là, ton gant doit... C'est vraiment, j'ai été très impressionné par ces analyses, les fines analyses. Et c'est vrai que le métier de gardien, là, c'est un métier à part. Hein. Ah oui, c'est vraiment différent du reste. Jean-Sébastien Giguère. Jean-Sébastien voilà, Giguère. l'analyste de TVA Sport. Ouais. Mike Smith, tout au long de sa carrière, que ce soit à Dallas, que ce soit à Tampa Bay, que ce soit en Arizona. On l'a critiqué tout le long. On l'a critiqué tout le long. L'endroit peut-être où il a mieux performé, ça va être l'Arizona, moins de pression. Ouais. Personne n'en parle. Système plus défensif aussi ouais. au moment où il y était. Ouais. Alors qu'à Tampa Bay, il est arrivé en sauveur. On n'a jamais réussi à avoir le filet comme numéro 1. À Dallas, on voyait voyait Mike Smith très, très gros, très, très fort. Encore là, ça a été compliqué. Et c'est l'histoire de sa carrière. Il est rendu à 40 ans. Et là... Il paraît que c'est tout un athlète en dehors de la glace. Hein? Oui. Il paraît que c'est incroyable. Il y a des jeunes dans le vestiaire qui ont dit, j'écoutais ça aussi dans les médias nord-américains, qui dit, il a 40 ans, mais il dit, quand il se met en chest dans le vestiaire, là, les jeunes de 25, ils se rhabillent. on a presque honte. Donc, c'est tout un athlète. Il paraît que c'est... Ouais. Bon, à 40 ans, si tu gardes encore un échelle, là, je veux dire, on le critique, évidemment, mais ça tient tellement à des petits détails, les critiques dont on parle. Oui. Ça reste un excellent gardien. Il y a Kevin qui dit « McDavid a une meilleure attitude que Draisaitl. Il sert plus son équipe en complément de son talent. » C'est vrai qu'on a senti McDavid en mission. Oui. C'est pas pour dire que Draisaitl n'a pas été bon en playoff, au contraire. Mais McDavid a vraiment tiré l'équipe sur ses épaules tout au long des playoffs. Il a fini par se faire rattraper, comme je le disais, par le manque de profondeur. Mais là, l'an prochain, avant de discuter de l'Avalanche, on va terminer sur les Oilers en parlant de l'an prochain. Evander Kane gagnait pratiquement rien cette saison, dû à la fin de son contrat avec les Sharks. Il a marqué 2-3 buts quand même. Quand même. Un bon joueur de hockey. Assez impressionnant. Et pas toujours, quand tu regardes ses buts, c'est pas toujours des aides de Draisaitl et McDavid. Non, il est bon. C'est un excellent joueur de hockey. Koskinen a signé avec Lugano, le gardien. Ça, je le savais. Mikko Koskinen. Je ne peux pas le dire, mais je le savais. Écoute, la rumeur était circulait déjà en Amérique. Même à la télévision, ils l'ont dit.
La rumeur, selon nos informations, il aurait déjà signé un lucratif contrat. J'en prends les termes qu'ils ont dit. Un lucratif contrat avec l'équipe de Lugano, à long terme avec l'équipe de Lugano, avec une équipe suisse. Et quand j'ai fouillé, j'ai su que c'était Lugano. Il a quand même été chanceux, Koskinen, on va en parler quand même. Il est arrivé en NHL avec un énorme contrat donné par Chiarelli à Edmonton, alors que le mec n'avait pratiquement pas joué en NHL avant, arrivait de la KHL, a été toujours critiqué à Edmonton parce que c'est pas un gardien, surtout quand on regarde ses chiffres, mais même quand on le regarde garder les buts, c'est un gardien qui donnait beaucoup de sapins lui aussi. Hein? Les sapins au Québec, c'est un but, c'est un sapin, c'est un but facile, un but vraiment un sapin. Mais il a le gabarit. Il est immense, il a 6 pieds 8. Ses jambières, quand tu regardes, quand il le bout, ses jambières arrivent aux 3/4 de la hauteur du but. Là. Quand tu regardes la barre horizontale, de la glace jusqu'à la barre horizontale, là, ses jambières, c'est monstrueux quand il descend en papillon. Là. Mais le mec sait quand même que son avenir en NHL est terminé lorsque, en playoff, tu négocies avec la Suisse. Mais peut-être ça. La NHL, c'est le rêve, évidemment, mais il y a beaucoup de joueurs, quand ils arrivent là, ils se rendent compte que la vie en NHL, comme ma mère disait, c'est pas drôle la vie d'artiste quand t'es pas vedette. Ouais. Ben, on voit la vie, nous, des riches et célèbres, puis des top 5, 6, 7 de chaque équipe, puis les top goalies, mais quand tu es après, tu es deuxième gardien, tu as un statut dans le vestiaire, tu as un statut dans l'équipe, il y a le salaire, il y a la vie là-bas, les voyages et tout, ça correspond. Il y en a qui disent non, moi, je préfère peut-être gagner un petit peu moins d'argent, quoique, n'oublie pas qu'à Lugano, le salaire qu'il reçoit net à Lugano, ça doit correspondre à peu près à entre 1 million et 1,5 million en NHL. Parce qu'en NHL, on sait que les joueurs, il leur reste à peu près 35% de leur salaire. Un peu plus en Alberta parce que les impôts sont moins élevés. Mettons 40%. Donc, s'ils gagnaient 1 million, c'est 400 net. C'est probablement ça qu'il a à Lugano, on s'entend? Ouais. Avec probablement des dépenses payées. Donc, si je me souviens bien, c'était tout près de 4 millions, son contrat. C'est un très, très gros contrat qu'il avait donc, son signé. argent est fait. L'autre truc qu'on peut voir, c'est que son argent est fait. Et ça c'est plus inquiétant. Ouais. Le gars qui arrive ici, que son argent est fait comme Bodker, il vient dire, Lugano, on va être bien. Chouchou, c'est ça, à voir si l'implication va y aller. Il vient avec Chouchou puis le chien, puis il dit, regarde, Chouchou, on va être bien ici, etc. Mais bon, un gardien, c'est peut-être moins risqué. Mais toujours est-il que dans le championnat suisse, en NHL, il ne passe pas pour une grande vedette. C'est un gardien de position qui est grand, qui n'est pas très rapide. Il faut dire qu'en NHL, les joueurs arrivent sous pression à choper les lucarnes assez facilement et tu fais face à l'élite mondiale. En Suisse, des joueurs qui arrivent à être très précis sous pression dans le jeu contre un gardien qui prend beaucoup de place, ils ne sont pas légion. Non, il peut être donc très bon le aussi. puck va le frapper plus souvent. Quand on regarde d'ailleurs sa carrière en Europe versus sa carrière en Amérique du Nord, en Europe, il était extrêmement dominant en KHL, en Finlande. Comparé à ce qu'il a montré en NHL, c'est juste que son contrat, je pense, lui a beaucoup nuit. Peut-être. C'était trop cher. Mike Smith, 40 ans, va avoir 41 ans. Est-ce qu'il sera de retour? Est-ce que c'est la retraite? C'est la question. Il doit en avoir marre de se faire critiquer le beau. Hein? Sérieux, ça doit être fatigué. Mine de rien, il y a les deux jeunes, Yamamoto et Puljujärvi, qui vont être assignés avec le plafond salarial qui ne monte pas beaucoup. Et les trois gros contrats, là, ceux de McDavid, Draisaitl et Nurse. Mais le McDavid, Draisaitl, ils ne peuvent pas gagner beaucoup plus. Ils sont à peu près à 20%. Non, mais eux sont sous contrat. Mais eux ont été signés avant la pandémie, c'est le problème. Ouais, c'est que quand tu signes un contrat à long terme, comme les deux ont fait, tu te dis, le plafond salarial monte d'à peu près 5 millions par année. Dans 4-5 ans, ce sera 2 aubaines. Mais le plafond est gelé depuis 3 ans et là, va monter d'1 million. Donc, ces deux contrats-là, finalement, font mal aux Oilers, même si c'est les deux meilleurs joueurs du club. Même chose pour les 9 millions à Darnell Nurse, ce qui fait que Jesse Puljujärvi et Kailer Yamamoto ne peuvent pas re-signer les deux avec des augmentations de 3 ou 4 millions par joueur. Plusieurs parlent qu'il va y avoir un échange d'un des deux, à voir. Mais les Oilers, l'an prochain, on parle de la profondeur, vont encore avoir le même problème, vont encore avoir un problème devant la cage. Moi, je me pose toujours la question, est-ce que ce serait pas le temps d'en échanger d'un des deux? Moi, et là, tu parles de Draisaitl. Je pense que tu peux pas te débarrasser de McDavid après les playoffs qu'il a connus. Non, McDavid, c'est le meilleur joueur au monde. Un des meilleurs. C'est un comparable à Lemieux et Gretzky. Les top. C'est un joueur, c'est un talent générationnel. Il est même devant Auston Matthews. Auston Matthews, c'est un buteur. C'est un profil un petit peu différent. Auston Matthews reste un excellent joueur. Mais je pense que McDavid est un gars qui va marquer l'histoire, comme Mario Lemieux et Wayne Gretzky. Pas au niveau des points, parce qu'évidemment, tu ne peux pas faire 200 points comme Wayne Gretzky dans le hockey moderne, mais
ce qu'il réalise, la moyenne de points par match et tout ça, il est vraiment... Des fois, on dirait qu'il joue contre des enfants. Comme je disais souvent, on dirait qu'il joue, je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais on dirait que quand il fait des jeux, des fois, on dirait que l'équipe en face, c'est l'équipe qui joue contre les Harlem Globetrotters. On dirait qu'ils font presque exprès pour le laisser passer. Tu vois. Ça reste près. L'équipe qui joue, c'est un spectacle, les Harlem Globetrotters. L'équipe qui joue en face, ben, ils font semblant, puis ils savent que les jeux qui s'en viennent. On dirait que les défenseurs qui jouent contre lui, OK, vas-y. Vas-y, c'est bon, c'est ce qu'on avait dit avant le match. Non, mais ça a tellement l'air facile des fois que puis tu vois les défenseurs, là, tu les regardes aller, quand tu le vois arriver, si tu enlèves tes yeux de McDavid, tu regardes les défenseurs, tu as un moment de panique, là, tout à coup, la tension monte. Là. Il est sur une autre planète, honnêtement. Individuellement, il a un autre niveau que les autres. Ce serait intéressant de voir l'été des Oilers d'Edmonton. On va maintenant se concentrer sur l'équipe. Il n'y a pas beaucoup d'été à Edmonton. Ça, c'est l'autre point. Non, oui, c'est un été très court. À Winnipeg, les nuits sont longues. À Edmonton, les étés sont courts. Exactement. On va se concentrer sur l'Avalanche maintenant parce qu'évidemment, ils ont gagné la série en 4 matchs. Ça a porté leur fiche à 12 victoires, 2 défaites en play-off. Kenji nous demande, est-ce que c'est une surprise de voir l'Avalanche en finale? Non. Moi, ils ont eu le parcours le plus facile, disons-le. Ouais. Et c'était la meilleure équipe de l'Ouest qui se retrouve en finale. Oui. Non, écoutez, c'est la meilleure équipe. Ils sont en maturité. Ils sont là où on pensait qu'ils seraient. Et puis, ils ont été chercher Kadri qui a été blessé, mais qui ont été chercher des joueurs comme ça aussi sur le marché des joueurs autonomes. Ça a amené de la profondeur. Il y a peut-être un petit question mark dans le but. Dans les filets. Depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, mais la Quimper va revenir. Ouais. Il a été blessé. Bizarrement, il a quitté en plein match. Donc, c'est une blessure au haut du corps, semble-t-il. On ne saura jamais. Il a quitté en plein match. Je regardais ce match-là, on l'a vu sortir. Puis, le gardien tchèque, qui est Franzour ou Franzour, je ne sais pas comment on le prononce. Franzus, je crois. Franzus. Pas de gauche. Pas mal, garçon. Hein? Ben, il a quand même bien fait contre les Oilers. Lui, en KHL, c'est un gars qui avait des stats incroyables. Puis il a bien fait. Honnêtement, il a arrêté des bons pucks, style un peu atypique, mais il a bien fait contre les Oilers. Il a assuré la baraque. Hein? Et dans le match numéro 4, Kemper était le second, était l'auxiliaire de Franzus. Donc, je pense que Jared Bednar avait le luxe de dire, ben, en ce moment, tu gagnes, on te laisse devant la cage. Et Kemper, ben, ça te donne au moins un match de plus pour te remettre. Et peut-être éventuellement plus si on gagne la série. C'est ce qui est arrivé. Il a le feu vert des médecins. À voir qui sera le gardien partant cette nuit. Je pense qu'on va revenir avec Kemper qui est étiqueté comme numéro 1 au Colorado depuis le début de la saison. Mais c'est peut-être là le plus gros point d'interrogation. Sinon, cette équipe-là est quasi parfaite. Kevin nous demande par contre, l'Avalanche ne risque-t-il pas d'arriver avec trop de confiance après un parcours si facile jusque-là? Parce que là, c'est la première fois qu'on affronte un vrai gardien d'élite. Ouais. C'est la première fois qu'on affronte une équipe d'élite aussi dans ces playoffs. Oui. Puis une équipe qui est sur une lancée, là. Après une semaine et demie de congé. Oui. Donc, et c'est drôle parce qu'en Amérique, je parle beaucoup de l'Amérique, évidemment, parce que je viens de revenir et puis j'ai suivi beaucoup ça. L'opinion généralement admise, c'est Tampa Bay va gagner. Mais en 6-7. Donc, Tampa, mais ça va être dur. Donc, on n'est pas loin du Colorado, ça va être dur aussi. Parce que, tu sais, c'est Tampa facile, Tampa très difficile, Colorado très difficile, Colorado facile. C'est ça l'échelle. Hein? Et moi, je ne serais pas surpris que Tampa se fasse surprendre par Colorado. Ça va être long. Ça va être très, très... Le seul truc, c'est que il va y avoir une confrontation Edman et puis Makar. 2 candidats au trophée Norris. Ouais. Moi, je pense que Edman est meilleur défensivement que Makar, plus mature, plus costaud, tout ce que tu veux. Ouais. Donc, moi, je trouve Makar, c'est un unidimensionnel. Il est malin défensivement, mais c'est un défenseur purement offensif. Parce qu'Edman, c'est vraiment le Il est quand même moins coûteux défensivement que bien d'autres défenseurs offensifs. Oui. Ça, il faut le dire quand même. Oui, là, parce qu'il est bon sur son talent, il est mobile et tout. Mais moi, je pense que là, on peut donner presque avantage à Tampa au niveau de la défensive. En attaque, tu vas dire, hein, tu as 2 grandes vedettes, tu as Kucherov qui est chaud bouillant, qui est toujours hot. Tu as les vedettes de Tampa qui ont réussi. Stamkos aussi. Stamkos. Palat en 3e ronde qui a été incroyable. Dans le but, c'est clair que c'est Tampa. Donc, si on dit que ça s'égalise en défense, mettons. Si on dit qu'en attaque, dur d'avoir
bon, si tu regardes le power play de Tampa, qui est astronomique là aussi. Là. Donc, non, le power play de Colorado, du Colorado, il y a 30 et 30%, je pense. Par contre, le piqué de Tampa est extraordinaire. Ben, c'est qui ton meilleur joueur en piqué? Ton défenseur? Ton gardien, c'est-à-dire. Si on dit que, mettons, sur le jeu, ça s'annule. Mettons. Dans le but. Elle est là, la grande question. Donc, je pense que tout le monde arrive à cette logique-là en disant, à la fin de la journée, tu as un superstar dans le but, un autre candidat, encore une fois, au Conn Smythe, qui est Vasilevski, qui est dominant dans les matchs clés, des matchs décisifs. Sa fiche est astronomique, tu en parlais tout à l'heure. On en parlait avant l'émission. Là. Et si on y va poste par poste, on est obligé d'arriver avec Tampa à la fin. Ben, oui? Non? Moi, je suis trop... C'est pragmatique, là. Mettons que ça s'annule sur la... Ouais, on n'est pas capable de dire qui est vraiment meilleur à l'attaque, qui est vraiment meilleur en défense. Moi, je donne avantage à Edmund sur Makar, mais après, tu as la profondeur. Je suis obligé de dire que Vasilevski, s'il a besoin de gagner un match, il va le gagner. Oui, moi, je pense que la seule... Défensivement, je pense que je donne avantage au Colorado. Parce que oui, Edmund est supérieur à Makar, mais de peu, selon moi. Mm-hmm. Oui, défensivement, il est supérieur, mais offensivement, il amène une dimension incroyable. Je pense que la profondeur défensive du Colorado a un léger avantage sur la défense du Lightning. C'est possible. Alors, ça s'annule. En attaque, je vois une équipe... Là, Kadri... Kadri est un cas incertain, mais devrait jouer en finale. Il a apporté beaucoup, il a marqué des gros buts. Hein? Donc, Quand on regarde, quand on analyse l'Avalanche du Colorado, moi, je vois beaucoup de ressemblances avec la première équipe championne du Lightning de Tampa Bay. Les ajouts qu'on a fait à la date limite des transactions, comment elle est bâtie. Oui, on parle beaucoup de Nathan McKinnon au Colorado, mais Rantanen connaît des sirènes incroyables. Kadri a été bon. Landeskog amène une dimension physique intéressante. Arturi Lekonen. Ah, Lekonen à Montréal. Oui, à Montréal, on disait qu'il fallait s'en débarrasser. Puis là, il a marqué les gros buts en prolongation. L'année passée, avec Montréal, il a marqué les gros buts en prolongation. Là, il a marqué 2 gros buts cette année. Et encore, 3 années de suite, il marque le but qui élimine une équipe avec le Canadien contre Pittsburgh dans la bulle. Avec le Canadien contre Vegas l'an passé pour passer à la finale. Et encore cette fois. Il est un joueur qui est clutch, comme on dit. Ouais. Clutch, ça veut dire qu'il est bon au bon moment. Et il fait tout bien sur la patinoire, sans être exceptionnel. Bon, on a payé cher pour aller le chercher. Colorado a payé cher. Ouais. Mais on voit le résultat. C'était l'acquisition. Mais c'est le genre de move que faisait Julien Brisebois et que fait encore Julien Brisebois pour garder le Lightning au top. Sur le edge, ouais, je comprends. C'est le genre d'acquisition. Et l'avantage de Lekonen, c'est qu'il peut jouer sur un premier bloc, il peut jouer sur un deuxième, il peut jouer sur un troisième, il peut jouer sur un quatrième en powerplay, en désavantage numérique, il peut être partout. C'est un gars qui a une excellente éthique de travail, semble-t-il. Sous-estimé parce qu'à Montréal, on le considérait comme un joueur de soutien. Tout ça, il fallait s'en débarrasser. C'est un gars à penser d'une transaction et tout. Puis là, tout à coup, mais ça arrive souvent comme ça. Tout à coup, le gars, il part ailleurs. Puis là, tout à coup, qui est ailleurs, tu l'aimes plus. Ouais. Hein? Tout à coup, tu dis, il est bon, lui, finalement. Ouais, ben, c'est ça. Donc, moi, je donne un léger avantage à l'Avalanche. En attaque et en défense. Mais, tout va jouer devant les filets. J'ai l'impression que tout va jouer devant les filets. Et c'est là où, devant les filets, puis Kevin nous a donné un commentaire intéressant. Il a dit, n'avez-vous pas l'impression que l'Avalanche est la meilleure équipe, impressionnante de talent et de profondeur, tandis que Tampa Bay est en mission et a l'expérience de son côté. Oui, puis un bon coach. Je n'ai rien enlevé à Bednar, du coach de Colorado, mais je pense que le coach de Tampa est en faire John Cooper est un très, très bon entraîneur. Très bon entraîneur, c'est faire des ajustements. Ses speeches, c'est un gars qui son discours est absolument fantastique. Selon les joueurs qui jouent pour lui, là, c'est un gars qui est très intelligent, puis réussit à aller chercher ses joueurs. Mais évidemment, si tu n'as pas de bonne équipe devant toi, tu as beau le discours que tu veux, ça ne va pas marcher. Mais je reviens, il y a un adage qui dit au baseball, « The name of the game is pitching ». The name of the game is pitching, ça veut dire que le nom du match, c'est tes lanceurs. Si tes lanceurs réussissent à contenir les coups de bâton de tes adversaires, tu vas gagner des matchs. Puis au hockey, il y a aussi un adage qu'on n'emploie pas souvent, mais qui se dit aussi, c'est « The name of the game is goaltending ». Si t'es un gardien qui t'arrête des pucks, dis-moi qui est ton gardien, je te dirai quel genre de coach que t'es. Dis-moi comment joue ton gardien, je te dirai si t'es un coach à succès. Ouais. Combien de fois il y a eu des bonnes équipes avec des bons coachs, pas eu de succès parce que ton gardien n'arrête pas de puck. Tu peux faire tous les plans de match que tu veux. Tu peux être aussi bon que tu veux en power play. Tu peux être
système de jeu, le discours. Si ton gardien arrête pas les pucks, on l'a vu avec Mike Smith, arrête pas des gros pucks, rassure pas ta défense, te fais pas des gros arrêts quand c'est le temps. En piqué, s'il fait pas les premiers arrêts, tu peux pas gagner. Tu peux pas gagner. Puis Vasilevski, je veux dire, Julien Brisebois, tout le monde passe pour des génies à Tampa Bay. Yann Cooper, on les encense, Kucherov, là on parle beaucoup de leur arrogance maintenant, donc on va leur trouver un petit peu des défauts évidemment. Et Julien Brisebois, le DG, tout le monde dans l'entourage de Tampa, tout le monde a un auréole sur la tête, etc. Et s'il n'y avait pas Vasilevski dans le but, là, tout le monde aurait l'air moins bon. Ouais. Fin de la journée, c'est quand même ça. Hein? J'ai entendu beaucoup d'entrevues. D'ailleurs, juste une Vas-y. parenthèse, peut-être pour ça que les équipes suisses vont chercher des bons gardiens. Hein? Étrangers, en fait. Non, mais je veux dire, il faut que tu commences par la base aussi. Tu commences par un bon gardien. Tu peux pas être T'as pas les bonnes fondations. Et ça. on l'a vu en finale cette saison. Kovar et Giannoni étaient deux excellents gardiens, deux grands gardiens. Ils nous ont donné un spectacle. Est-ce qu'il va se marquer moins de buts en Suisse l'année prochaine avec les gardiens qu'on aura? En même temps, il y aura plus d'étrangers. Donc, je pense que le niveau de la Ligue va augmenter un peu. Le niveau des grosses équipes va augmenter un peu. Les écarts vont se creuser, mais il y a des gardiens qui vont arrêter des pucks. Puis là, Bien vient de perdre, parlant de gardien, Bien vient de perdre son gardien, parce que le gardien que Bien avait signé, on m'a dit que c'était tout un gardien. C'est une classe vraiment exceptionnelle. Le meilleur, on m'a dit que c'était le meilleur parmi les étrangers, gardiens étrangers. Ça aurait été le meilleur parmi les étrangers qui avaient été signés en Suisse cette année. C'est pour ça qu'il a signé de l'autre côté. Mais pour Bien, là, compliqué, là. Tu retrouves dans la Moïse un peu, là. Oui, mais après, ils ont Joran Van Pottelberg. Oui, mais il va revenir plus tard, le blessé. Oui, mais bon, le point positif, c'est que ce gardien-là, tu me corrigeras son nom, là, je ne prendrai pas de chance sur la prononciation. Ce gardien finlandais-là a signé avec Détroit. L'équipe qui a les droits de Van Pottelberg. Donc, ça veut dire que Van Pottelberg ne va pas partir. Va rester à Bien. Mais s'il commence sa saison en décembre, en Suisse, on a quasiment mi-championnat. Bon, parenthèse terminée sur les gardiens. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup des gardiens. Puis ça va être un sujet en Suisse, les gardiens. Ouais. Ça va être un sujet. Parce que là, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gardiens suisses qui sont engagés comme numéro 1, qui sont malheureux, là. Ouais. Et puis là, les gardiens, si vous regardez les gardiens de Genève, de Lausanne, de Fribourg, bon, ben reste dominant. Tu te dis, attends, avec les étrangers qui viennent de débarquer, c'est des grosses pointures. Là, il y aura une différence encore qui va se faire avec les gardiens. Est-ce que l'écart va se creuser avec les bonnes et les moins bonnes équipes, les plus gros budgets, les moyens budgets, en fonction des gardiens? Ça risque bien. Regarde, Ambry, à la fin de saison, a été extraordinaire avec un gardien étranger. Ouais. Ça a changé. Tout le monde avait l'air plus intelligent. Les coachs ont passé pour des champions. Non, mais c'est ça. Ouais. À la fin de la journée, si le gars, il t'arrête des pucks, là. T'as l'air plus fort. Et petite pensée pour Ludovic Weber aussi. Zurich a signé un autre gardien étranger, alors que... Ça fait partie des gardiens qui sont peut-être malheureux aujourd'hui. Hein? Dommage pour lui. On revient à la NHL. Oui, la NHL. Je parlais de Tampa Bay, j'ai entendu une panoplie d'entrevues d'anciens joueurs qui ont fait partie d'une des deux organisations gagnantes de Tampa Bay. Et tout le monde dit que dans ce vestiaire-là, la défaite ne les affecte pas. Ils savent de quoi ils sont capables. Même à 2-0, ils n'ont pas paniqué. Même à 2-0, aucune panique dans le vestiaire. On sait ce qu'on a à faire. Le système de jeu fonctionne. Il est simple à appliquer. Et tout le monde embarque dans la mission. C'est ce qu'on a vu. Ils n'ont pas paniqué contre Toronto, même s'ils n'ont pas joué. Ils ont probablement joué une de leurs pires séries depuis 2 ans, depuis 3 ans. Pour ça, les gens de Toronto n'ont pas aimé. Ils n'ont pas paniqué à 0-2 contre les Rangers. Maintenant, The Office. Au 3e match, ils ont présenté comme une autre journée au boulot. Voilà. Cette équipe-là a une expérience, a une aura incroyable. Je pense qu'on peut pas... On parle d'arrogance maintenant même. Moi, si tu gagnes des Coupes Stanley 2-3 fois de suite puis tu es arrogant, j'ai pas de problème avec ça. T'as de quoi pour être arrogant. C'est ça. Mais là, on les décrit comme étant une équipe arrogante maintenant. Mais, écoute, là, c'est intéressant. On est passé de l'Avalanche au Lightning. Stéphane, le Lightning, troisième finale de la Coupe Stanley consécutive. Est-ce qu'on peut parler de dynastie? Toi, tu les as vécues, les dynasties. Les dernières grandes dynasties, que ce soit les Islanders, les Oilers. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais jeune. Les Canadiens de Montréal des années 70, c'est pas compliqué, ils gagnaient tout le temps. 8 des années de 72 matchs, 8 défaites. C'est pas compliqué. Tu regardais les Canadiens. Ben, à ce temps-là, il n'y avait pas énormément de matchs à la télé, mais où tu écoutais à la radio, comme je faisais avec mon père. Tu regardais jamais. C'était même pas drôle.
C'était même pas drôle, tu savais qu'elle allait gagner. La question, c'est comme ils vont gagner combien? Ouais. Non, mais c'était une autre époque. Après, les Highlanders, les Canadiens, c'était des saisons dominantes. Pour moi, il n'y avait qu'une équipe dans cette ligue-là, c'était les Canadiens de Montréal. En championnat, actuellement, c'est pas le cas de Tampa. Tampa a eu des bonnes saisons, mais c'était pas un automatisme. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'atteindre la finale de façon régulière à 30 équipes qu'à l'époque où il y en avait 16 ou 20, ou un peu même 6, mais 6, ça date un peu, mais les Highlanders, les Highlanders, les 4 Coupes Stanley, c'est quelque chose aussi. Là. Denis Potvin, Billy Smith, Craig Gillies, OK. C'est la dernière fois, c'est la dernière fois qu'une équipe a remporté 3 Coupes Stanley ou plus dans l'histoire de la Ligue nationale. T'as 5 équipes qui l'ont fait. T'as les Highlanders des années début 80, la fin septembre, début 80. T'as le Canadien des années 70. T'as les Maple Leafs de Toronto, là, 62, 63, 64. Eh mon Dieu! T'as le Canadien à la fin des années 50. Et Toronto un peu plus tôt dans les années, je pense, 40 ou 50. Ouais. Bon, après ça, ces 5 équipes-là. C'est des équipes des consécutives, mais Montréal, je pense qu'il en avait gagné 5 en 7 ans. Mais 3 minimum, là. Ouais. T'as que 5 équipes. Est-ce que... Oui, dans le hockey moderne, sachant qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile qu'à l'époque, le nombre d'équipes, le plafond salarial, la parité à l'époque, il n'y avait pas de plafond salarial. Donc, tu avais les Canadiens de Montréal aussi qui avaient le premier choix au Québec, qui avaient toujours le meilleur joueur québécois, etc. Montréal avait des avantages qu'on n'a pas aujourd'hui. Dans la NHL d'aujourd'hui, avec, comme on dit, avec les Oilers qui ne pourront pas garder tout le monde, etc., c'est ce que ça fait, le plafond salarial, c'est qu'une équipe ne peut pas être dominante pendant X années parce que les joueurs qui arrivent en fin de contrat, comme ils sont bons, ben, ils demandent plus d'argent, donc on est obligé de s'en départir. Je pense que c'est un exploit qu'ils sont en train de réaliser. C'est un exploit qui est difficile à évaluer parce que la NHL a changé. Mais là, 32 équipes, le plafond salarial, de rester sur le edge. Ça prend un petit peu de chance aussi, pas de blessure. Oui. Voilà. Mais de rester sur le edge puis rester aussi bon longtemps, c'est un exploit. Mais moi, je me souviens des Highlanders début des années 80 avec Mike Bossy et compagnie. Brian Trottier, c'était toute une équipe de hockey. C'était une machine. Moi, je les ai vus jouer quand ils ont gagné le trophée Prince de Galles. Quand ils avaient été champions de la conférence de l'Est, ils avaient battu les Nordiques de Québec. Je pense 5 ou 6 matchs. J'étais au Colisée, moi. Le Colisée de Québec, l'ancien, là, celui que... Et je me souviens, j'étais là quand il y avait le trophée Prince de Galles. Denis Potvin était là. C'était toute une machine de hockey, là. C'était wow. Tu avais tout. Tu avais des bagarreurs, parce que dans ce temps-là, il y avait des goons et tout ça. C'est dur à dire. C'est dur à dire de comparer. Les Oilers ont été excellents. Ils n'ont pas gagné. Ils en ont gagné 4, mais pas de façon consécutive. Ouais. Moi, les Canadiens, c'était une autre époque. Ils étaient archi-dominants. Ça ne reviendra jamais. Une équipe aussi bonne sur toute la saison pendant plusieurs années. Les Canadiens de Montréal, c'était l'épopée qu'ils ont vécue, des Guy Lafleur et tout ça, ça ne reviendra pas. Les Highlanders, c'était assez exceptionnel. Mais je pense que moi, la meilleure équipe, même s'ils n'ont pas gagné de façon consécutive 3 ou 4, mais ils en ont gagné 4 avec une année d'interruption. Les Oilers des années 80, c'était pour moi l'équipe, la plus belle équipe. Yari Curie, Glenn Anderson, Paul Coffey, Grant Fuhr dans le but, Kevin Lowe en défense. Pour moi, c'était la plus belle équipe à regarder jouer. Depuis que j'ai conscience du hockey, disons depuis l'année 1975. Là. Ça a été la plus belle équipe de hockey, la plus spectaculaire à regarder. Après, ça dépend quel genre de hockey que t'aimes. Ouais. Okay? C'est des matchs de 8-5, de 7-4. Et tout. Mais c'était comme les matchs des Oilers de 8-6, 9-6 contre Calgary et contre l'Avalanche les premiers matchs. C'était comme ça. Et c'était un spectacle, mais t'allais pas aux toilettes là, parce que tu avais peur de manquer un goal. Puis moi, juste regarder Gretzky à l'époque, là, les Pittsburgh des années 90 ont été très bons aussi avec Mario Lemieux, Jaromir Jagr, Mark Recchi. Mais je pense que les Oilers étaient dans une classe à part. Je regarde jouer Tampa, ils sont bons, mais ils ne sont pas aussi spectaculaires, je dirais, que les Oilers. Mais le hockey a beaucoup changé. Ah oui. Parce que faut rappeler que depuis l'ère du plafond salarial, il y a eu ce que certains journalistes ont appelé des dynasties. Écoute, c'était pas ce que le Lightning est en train de réaliser. On parlait de dynastie avec les Blackhawks de Taves et Kane qui ont gagné 3 Coupes Stanley en 5 ans. On parlait de dynastie des Kings, 2 Coupes Stanley en 3 ans, si je ne me trompe pas. Dynastie des Pingouins avec 2 Coupes Stanley en 2 ans. Non.
On a le mot dynastie facile parce que ce qu'on a connu dans les années 80, ça n'arrivera plus jamais. Non. Mais là, ce qu'on est en train de vivre, c'est quand même impressionnant de les voir 3 années de suite en finale. Puis, il y avait une question que je trouvais très intéressante. Fabrice qui nous demande comment Tampa arrive à performer autant alors que beaucoup d'équipes ont du mal à être constants et ou sont en reconstruction. Il y a quand même des joueurs dans cette équipe-là qui acceptent d'être à Tampa Bay en gagnant peut-être un 500 000 de moins ou un 400 000 de moins ou une année de moins de contrat, mais parce qu'ils savent qu'ils vont aller gagner. Pat Maroon pourrait gagner plus que ce qu'il gagne avec le Lightning, mais il pourrait gagner sa 4e Coupe Stanley consécutive parce qu'il a gagné celle avec les Blues juste avant que le Lightning en gagne 2 de suite. Corey Perry, 3e finale de suite. On lui a offert, Montréal lui avait fait 1 an de contrat, puis Tampa Bay lui a offert 2 ans à peu près aux mêmes conditions. Il a pris, mais ce gars-là aussi, on peut en parler. Corey Perry, ça fait partie, ça répond un peu à la question qui a été posée. Ça fait partie un peu de la baguette magique de Julien Brisebois, le directeur général, de savoir aller chercher ce gars-là qui va te garder sur le edge un petit peu, un vétéran qu'on sait qui est très bon en playoff, ça ne te brise pas trop ta masse salariale parce qu'il ne commande pas un gros salaire, il veut juste gagner. Corey Perry, c'est 3e année de suite en finale de la Coupe Stanley avec Dallas à Montréal. Perdu les 2 fois, et cette fois-ci avec Tampa Bay. Donc ce gars-là en playoff, puis il se bat, c'est un gars qui s'il faut aller se battre pour secouer l'équipe, il va le faire. Je ne suis pas un fan de la bagarre, mais ça fait partie du truc en NHL en fin de match. Celui que tu as nommé qui vient de Saint-Louis, là, je me souviens jamais de son nom. Maroon. Pat Maroon aussi, c'était dur à cuire. C'est le genre de gars qui, tout à coup, si ça brasse, il est là, il ne va pas te mettre un paquet de buts, mais c'est ces ajouts-là. Évidemment, quand tu es Brisebois puis tu t'appelles, puis c'est Tampa Bay puis tu as encore une grosse équipe, c'est plus facile de convaincre qu'à Edmonton, par exemple. On s'entend, là? Typiquement, c'est le genre de joueur qui n'aura pas été à Edmonton. Mais là, tu es en Floride, à Tampa, un marché de hockey assez sympa, style de vie assez sympa pour la famille, fin de carrière, puis en plus, tu as une bonne équipe. Donc, le gars, il fait un petit compromis, toi. Mais oui. Mais c'est plus facile quand à vendre quand tu es Julien Brisebois que quand tu es le directeur général des Oilers d'Edmonton, puis tu appelles, ou les Jets de Winnipeg, ou Minnesota, ou je ne sais où. Voilà, ça aide un petit peu, disons. Hein. Faut dire aussi que Julien Brisebois n'hésite pas à donner des choix au repêchage, à donner des éléments qui ont de la valeur pour avoir une équipe compétitive là maintenant. C'est clair que Brandon Hagel, c'est ça. Il a payé cher pour ce joueur-là. Un joueur qui avait tout près de 20 buts au moment où il a été échangé, qui gagnait 1,5 million par année, je pense, qui rentre dans la masse salariale de Tampa. Et qui fait un très bon travail sur le 3e trio du Lightning. Le lendemain de veille va être très difficile pour le Lightning. Quand la fenêtre va s'être fermée puis qu'on va dire « OK, c'est bon, on tombe en reconstruction, on se débarrasse de Kucherov, de Stamkos, de Hedman, comme on va faire peut-être à Pittsburgh. » Là, tu te retrouves avec absolument rien. Plus d'espoir. Tout est à recommencer, comme les pauvres années du Lightning avant cette dynastie, entre guillemets. Les Pingouins vont vivre ça dans les prochaines années aussi. À un moment donné, il y a toujours un after. Il y a toujours un lendemain de veille quand tu te lèves la gueule de bois. Mais ça, c'est normal. C'est le prêt à payer. C'est des cycles. Mais on comparait les 2 équipes. Je disais dans un journal américain qui comparait les 2 équipes qui t'aiment pas. C'est une équipe qui a été essentiellement construite par le repêchage. Beaucoup de joueurs de cette équipe-là ont été repêchés et développés dans le crunch, dans l'organisation, le crunch de Syracuse et tout ça. Et puis, du côté de l'Avalanche, on s'est surtout construit avec des échanges, l'acquisition de joueurs autonomes et des échanges. On dit que Joe Sakic a le flair pour les échanges. On parle de Lekonen, il a donné Justin Barron, on verra dans longtemps, mais tandis que Tampa, c'est plutôt leur système de développement, leur repêchage a été excellent, ils étaient visionnaires un peu au niveau du repêchage, et puis on développe les joueurs dans les ligues mineures, on les fait patienter, et on dit on va te prendre quand tu arriveras à maturité. C'est 2 philosophies différentes. Je vais un peu dans le chat. On a eu plusieurs commentaires. Michael qui nous dit « Ça fait 8 ans que je vais à Tampa et l'ambiance n'a rien à envier à d'autres grosses villes de hockey. » Le pire, c'est quand on se met à comparer les 2 équipes de la Floride. Parce évidemment, Tampa gagne. Ça aide à avoir des spectateurs. Mais cette année, les Panthers ont connu l'une de leurs bonnes saisons niveau achalandage, niveau spectateurs. Et en playoff, ça restait mort quand même. C'est pas la même ambiance. Les gens qui vont voir les matchs en Floride, je vous le dis, je suis allé, c'est des gens qui sont en vacances.
quand c'est New York qui joue, c'est plein, c'est tous des New Yorkais. Quand c'est Toronto, c'est tous des gens de Toronto qui passent l'hiver en Floride ou qui sont en vacances. Quand le Canadien de Montréal va, c'est plein, c'est tous des fans des Canadiens. Tous les Québécois qui passent l'hiver en Floride, tous les fans des Canadiens de l'Est du Canada, etc. C'est ça. À Floride, tu vas là le matin, puis à 10 h le matin, puis ils vendent liquident les billets. Et c'est on sale à 10 h le matin, puis tu achètes des billets en haut à 10 balles, tu descends en bas, tu es derrière le banc. Non, mais c'est. Après, juste le prix des billets pour la finale de la Coupe Stanley, c'est 6 fois plus cher, je crois, à Colorado qu'à Tampa Bay. Ben oui. J'avais regardé à Tampa 2 jours avant la demi-finale contre les Rangers, j'avais regardé parce que j'avais possibilité de faire un petit voyage que j'ai pas fait finalement à cause des tempêtes qu'il y avait là, avec l'ouragan qui menaçait la Floride. Tu avais à dernière minute des billets à 150 balles encore. Ça va encore, je veux dire, 150, 200 balles. Voilà, c'est quand même cher pour un match de hockey, mais. Ça dépend où. Parce qu'à Montréal, 150 le billet, c'est presque le prix normal. T'es assis au milieu. Ouais, t'es même pas près de la patinoire. Donc, puis évidemment, Colorado, c'est un marché beaucoup plus naturel de hockey que Tampa. Tampa, il y a de l'ambiance, la patinoire, c'est bien, mais l'année passée, je me souviens, quand ils ont gagné le dernier match, c'était à Tampa. Il y avait les journalistes québécois qui étaient sur place, évidemment, que le Canadien venait de perdre. Et puis, je me souviens qu'à minuit et demi le soir, le match était fini à 10 h. À minuit et demi, il y avait un reporter de RDS qui était dans les rues de Tampa devant la patinoire. Il n'y avait plus un chat. Imagine. À Montréal, c'est. À Montréal, à Toronto, à New York, c'est la fête toute la nuit, c'est les émeutes. À Montréal, quand ils ont gagné le seul match de la finale qu'ils ont gagné, c'était à Montréal, c'était le match 4. Ça a pris 2 heures avant que l'autobus du Lightning quitte le Centre Bell parce qu'il y avait trop de gens dans la rue à fêter. D'ailleurs, les joueurs du Lightning en ont ri après leur victoire parce qu'ils disaient ils ont gagné un match puis c'est comme s'ils avaient été champions. C'est ça. Je reste dans le chat. Kevin qui dit les gens confondent confiance et arrogance selon moi. Oui. Michael en rajoute en disant ça me fait rire qu'on les traite d'arrogants car sur place les joueurs sont très accessibles. Tu peux discuter avec Stamkos ou Point à la sortie de l'entraînement sans problème. C'est vrai que c'est différent qu'à Montréal quand même. Les joueurs dans les villes, surtout du sud des États-Unis, sont très très accessibles. Souvent sont inconnus parce que c'est le football américain là-bas, c'est le basketball, c'est le baseball, c'est là les vraies vedettes alors qu'en NHL, ça passe un peu plus inaperçu. Mais c'est ça, effectivement. Mais c'est vrai que ça, c'est ce qu'on dit là. Évidemment, on les trouve arrogants dans le jeu. Mais il faut bien leur trouver un défaut. Hein. Quand tu gagnes puis t'es bon, ben quelque part, on te regarde, on t'observe, puis il est arrogant, regarde. Voilà, ça, c'est une mentalité. Moi aussi, moi, j'ai pas de problème. Qu'il soit un peu arrogant, on parle de Kucherov et tout, pas de problème. Si t'es bon comme ça, t'as quoi pour être arrogant? Regarde, moi, je pense qu'effectivement, la comparaison est excellente. Confiance, arrogance, c'est deux choses différentes. Georges-Henri qui nous dit t'es mieux pour jouer au golf d'être en Floride qu'en Alberta. C'est vrai que c'est. La saison est un petit peu plus longue. En Alberta, tu joues à partir de fin mai jusqu'à mi-septembre, puis après, c'est compliqué. Non, tu peux jouer jusqu'au mois d'octobre, mais ça te prend des gammes, des mitaines. Michael nous rappelle que, évidemment, c'est le travail de Steve Yzerman qui paye également. Oui, Julien Brisebois a maintenu tout le noyau en place. Mais à la base, c'est vrai que c'est Steve Yzerman qui a vraiment tout fait cette équipe en allant chercher aussi Julien Brisebois à Montréal. Ça, il faut dire que c'est une des acquisitions de Steve Yzerman. Et lui, il voulait retourner à Détroit. Son équipe était à maturité. Il l'a laissé à Julien Brisebois et on voit le résultat parce que d'y arriver, c'est une chose, d'y rester, c'en est une autre. Ouais, on parle beaucoup pourquoi le directeur sportif maintenant, être GM en NHL, c'est plus nécessairement des anciens joueurs, c'est surtout des hommes d'affaires, des gens brillants qui ont fait des études, etc., qui ont, oui, évidemment, des notions de hockey, mais les connaissances de hockey s'appuient sur des techniciens qui les conseillent, puis eux, ils s'occupent de l'aspect business, parce que c'est vraiment un job de businessman, de gérer les contrats et tout. Puis Julien Brisebois, on est content, nous, c'est un petit Québécois. Il n'y en a pas beaucoup en NHL. Il y en a à Anaheim, des Québécois qui dirigent, et il y en a à Tampa. Et quelles sont les deux équipes qui repêchent le plus de joueurs au Québec? Tampa Bay est très fort là-dessus. Et Anaheim aussi. Voilà, comme par hasard. Comme, c'est pas ce qui. C'est comme dans la vie, c'est pas ce que tu connais, c'est qui tu connais. Kenji a une très bonne question. On va finir un peu sur la finale à Coupe Stanley. Il nous demande quelle équipe a le plus d'avantages de jouer à domicile. Le public, le climat, d'autres facteurs. On sait que le Colorado... Très chaud en Floride, hein? Il fait climatisé, mais il fait 35 degrés, 40 degrés. On sait que le Colorado, tu es en altitude aussi. Tu es dans les montagnes. C'est comme Davos, un peu. Mile High Stadium. Ouais. Il y a un public... C'est la même altitude que Davos, ça part ça. Hein?
Il y a un public assez incroyable au Colorado aussi. Oui, il y a beaucoup d'ambiance. Un bon marché de hockey. Moi, je pense que c'est un avantage pour le Colorado de commencer à domicile, puisqu'ils ont, ils ont tellement peu joué dans les derniers jours, dans les dernières semaines, qu'au moins, tu n'arrives pas dans le terrain hostile. Tu arrives devant tes partisans. Je pense que ça peut être un avantage pour eux versus le long repos qu'ils ont eu. Ouais, moi, je pense que l'avantage de la glace, c'est vite perdu parce que si tu perds un match à la maison, ben, tout à coup, la logique s'inverse. Tu n'as plus l'avantage de la glace. Tu es en 1, tu viens de perdre l'avantage de la glace. Moi, je pense que l'avantage de la glace, c'est dans le match 7 qu'elle est importante. Ouais. Ultimement, c'est pas de commencer chez toi. Oui, les théories, hein, des théories en vaut une autre, mais le fait de commencer à la maison, oui, c'est certes intéressant. Confort, la maison, tu as le public, etc. Mais la différence, c'est dans un match ultime 7 que tu peux jouer à la maison. Là, je pense que ça peut faire une grosse différence. Mais c'est qu'une opinion personnelle. Donc, Stéphane, pour toi, l'Avalanche l'emporte, cette finale? En 8. Et là, tu vas nous faire des extraits. Moi, je pars en vacances. Je peux pas commenter une finale jusqu'en 8. On va dire Colorado en 8. Non, mais en 7,5 parce que ça va être super serré. Moi, je vais aller un petit peu à contresens parce que Tampa, tout le monde voit Tampa. C'est vrai que c'est dur de parier contre Tampa, j'avoue. Mais allez, allez, un petit peu de changement. Rien enlevé à Tampa parce que c'est une équipe que, franchement, j'admire. Allez, Colorado, ça serait sympa. Ouais, allez, je vais dire Colorado en 7. Écoute, mon cœur qui parle. Mon cœur, c'est pas j'étais sur la route ici ce matin. Je m'en venais à Rossens, puis je me disais, t'aimes pas à Colorado? Je suis incapable vraiment de départager ces deux équipes-là. C'est agréable parce que j'en parlais avec un de mes amis qui disait, ah non, mais j'espère que les Rangers vont passer parce que je suis plus capable de voir le Lightning là. Il y a beaucoup de gens qui sont plus capables de changement et tout. Ça, c'est ce que j'entends. Mais en même temps, comme équipe, quand tu es l'aspirant numéro 1 à la Coupe Stanley, tu veux jouer contre les champions en titre. C'est ce que McKinnon disait. C'est la plus belle C'est ce que McKinnon finale. A dit. Parce que c'est vrai, il le pensait vraiment. Ils ont voulu jouer contre les meilleurs pour prouver qu'on n'a pas gagné à rabais. Mais c'est la plus belle finale qu'on va avoir depuis des années. Là. C'est les deux meilleures équipes de la Ligue qui s'affrontent. C'est la plus belle série. C'est la vraie finale. Tu sais, parfois, on se dit, il y avait la finale avant la finale dans cette série-là. Là, c'est la finale à l'heure de la finale. Bon, je vais y aller avec le Colorado simplement parce que je souhaite, depuis le début de la saison, que cette équipe-là l'emporte. Mais à chaque fois que j'ai misé contre Tampa Bay, j'ai mal paru. Donc, on verra si cette fois, ce sera bon ou non. Mais j'espère vraiment que Darcy Kuemper va jouer à la hauteur de son talent parce qu'on dit quand même de ce gardien-là que c'est un gardien de but prometteur. Il est encore jeune. J'espère qu'il saura peut-être voler un match une fois à l'Avalanche et que le reste, ça se disputera en attaque peut-être ou en défense avec un Cale Makar. D'ailleurs, on va en parler. MVP des playoffs, le Conn Smythe, après 3 rondes, tu le donnerais à qui? Ce serait qui ton joueur qui jusqu'ici t'a fait écarquiller les yeux, que tu te dis, ce gars-là, s'il poursuit sur sa lance en finale, c'est lui qui gagne le Conn Smythe. Moi, évidemment, du côté de Colorado, on parle de Cale Makar. Bon, McKinnon, c'est un incontournable. On parle de Cale Makar, mais moi, j'ai regardé les points qu'il a fait dans les matchs fleuves et tout. Je l'aime beaucoup, mais quand je le compare à Yossi, par exemple, ça n'a pas rapport, mais j'aime mieux Yossi que Makar. Je trouve qu'il est plus fluide, etc. J'aime pas les points qu'il récolte, mais il les récolte et tout. Je sais pas. Je l'aime, Makar. Il est extraordinaire, mais je suis pas en extase devant ce joueur-là. Je préfère Edmund, si tu me demanderais de choisir. Moi, je pense que Edmund, du côté de Tampa, tu as 3 candidats possibles actuellement. C'est évidemment Kucherov. On verra ce qu'il fait durant la finale. Vasilevski ou Edmund. Ça, c'est les 3 candidats. Ouais. Et du côté de Colorado, on est obligé de dire Makar, même si je n'ai pas l'impression qu'il mérite ça maintenant. Et après, tu as Rantanen. C'est assez pour lui donner, je crois pas. McKinnon, il a le côté spectaculaire, marqué quelques gros buts. C'est plus dur d'en trouver un du Colorado qui sort la tête. Moi, ce que je me pose beaucoup comme question, c'est est-ce qu'on se fie simplement au point où... Moi, j'aime beaucoup ce que McKinnon apporte depuis le début des playoffs, son leadership. Oui. Regarde et c'est drôle parce qu'en entrevue hier, il disait moi je vais sur la patinoire, je m'amuse, je me pose pas trop de questions et tout. Regarde son visage, à quel point il a l'instinct de tueur en ce moment, à quel point il est concentré, à quel point il tire cette équipe-là vers l'avant. Évidemment, il est bien entouré, mais j'adore son leadership, j'adore ce qu'il amène sur la patinoire. Oui,
ça se transpose aussi en points. Oui, il a moins de points que Makar, il a moins de points que Kucherov, mais j'aime beaucoup ce qu'il l'amène à cette équipe de l'Avalanche du Colorado. Moi, c'est un leader. Écoute, moi, je peux te dire que je sais parce qu'on me l'a raconté. Quand Patrick Roy a coaché McKinnon les premières années de sa carrière à Colorado, ça a été un peu son mentor. Patrick Roy lui parle encore régulièrement, etc. Il lui avait montré une vidéo que j'avais mis en ligne une fois que j'avais parlé dans une de mes chroniques, Eagle or a Duck. Are you an eagle or a duck? Est-ce que tu es un canard, un coin-coin qui suit la troupe, puis râle, puis tout ça? Ou est-ce que tu es un eagle qui te protège, qui est à la guette de toutes les proies, etc., qui survole et tout? Est-ce que tu es un leader, finalement, ou un suiveur? Et puis, quand McKinnon est arrivé à Colorado, Patrick Roy lui avait montré ça. Il a dit, tu veux être quoi, un eagle, un aigle ou un canard? Hein? Puis cette vidéo-là, elle était reprise partout. Et puis, ça avait marqué McKinnon. Et puis, Patrick Roy était un peu son mentor en lui disant, tu dois devenir un aigle, tu vas être une superstar à NHL. Tu dois survoler, tu dois te mettre au-dessus, tu dois pas avoir l'attitude du gars, du suiveux dans le vestiaire, etc. Le coin-coin des vestiaires, le coin-coin de la machine à café. Ouais, mais le coach fait chier, le gardien fait pas les arrêts. Tu dois être au-dessus de ça. Et ça avait marqué McKinnon. Et Patrick Roy avait travaillé avec lui. Je pense qu'il est devenu, la description, ça m'a fait penser à ça, la description que tu as dit, c'est qu'il est devenu un aigle. C'est pas un gars qui remplit le goal comme McDavid, comme Kucherov. C'est pas un joueur purement offensif. Mais il a cette aura, ce leadership, cette attitude qui fait de lui un des meilleurs de NHL. Ouais. Voilà, c'est comme Crosby un petit peu. Crosby, il fait beaucoup de points, mais il va jamais sacrifier son équipe pour faire un point de plus. Donc, c'est un vrai leader. C'est pas un pur offensif qui fait que ça, mais il va... Voilà, c'est un peu... Sur la patinoire, pour moi, c'est le capitaine de l'Avalanche sans avoir le C sur le maillot. Exact. Parce que c'est Landeskog qui l'a et c'est rien à enlever au leadership de Landeskog. Mais quand tu fais ça, quand tu mets un gars à Landeskog capitaine, puis tu mets un autre qui a l'attitude de capitaine, ça t'en fait deux capitaines. Ouais. C'est ce que Bien n'a pas compris cette année en mettant Gaétan Haas. En enlevant le C à Gavin Fay, on l'a plus ou moins poussé vers la sortie, ça a complètement changé, puis c'est pour ça qu'il est parti aussi. Tu avais Kevin Fay qui faisait le job, puis tu as un Gaétan Haas qui pouvait monter l'exemple sur la glace et qui pouvait être un leader informel, avoir une attitude de capitaine. Ça t'en aurait fait deux. Au lieu de ça, on l'enlève à Kevin Fay, puis on l'enlève à Gaétan Haas. On voit le résultat. Voilà. Mais j'adore. McKinnon aussi est passé de la parole aux actes. Quand ils se sont fait éliminer en deuxième ronde la saison passée, il a dit « Moi, je suis tanné de perdre. Je suis écœuré de perdre, j'en peux plus. » C'est bien beau. La frustration, on la sentait. Mais cette saison, il est en mission. Et c'est pour ça que, pour moi, ce serait mon MVP de cœur. Peut-être que par statistique, ce ne sera pas l'avis à la fin de la finale. Mais pour moi, mon MVP de cœur pendant ces playoffs, c'est Nathan McKinnon. Écoutez, si c'est Colorado qui gagne, ça a des grandes chances d'être lui. Ça va être évidemment peut-être Makar. Parce que faut pas oublier qu'en NHL, le vote, il est un peu populaire. On vend notre produit. Hein. C'est pour ça qu'Yossi, il a un petit peu moins de chance. Il joue dans un plus petit marché. C'est un Suisse, etc. C'est un joueur extraordinaire. Mais on aime bien Adam Fox. Il joue avec les New York Rangers. On aime bien Makar. C'est des gars, c'est des Nord-Américains. On les vend. Ouais. C'est des gars offensifs. Des Carlson de ce monde, etc. Voilà. Pour répondre, côté marketing. pour répondre à Michael, non, on n'aura pas la chance de commenter la finale ensemble parce que Stéphane part en vacances. Donc, je repars. Tu repars déjà. Profite, ça promène l'été. Mais on aura toujours Laurent Meunier et Danny Gélina. D'ailleurs, ce soir, je partage le micro avec Danny Gélina pour le premier match de cette série. Et au commentaire, il y aura également Pascal Eberhardt. Donc, on fera un système d'alternance. Travailleur de nuit. Travailleur de nuit, hein? voilà. Si je fais un autre Overtime NHL, parce que ça va être moi après qui prends mes vacances après la finale. Je ne sais pas si j'aurai la chance de faire un Overtime NHL, un dernier cette saison. Mais si oui, ça se peut que j'ai un peu plus de cernes qu'à l'habitude. Travailleur de nuit. Moi, je suis travailleur du soir, normalement. Moi, je suis travailleur de soir, tu es travailleur de nuit. Voilà. Steph, on va quand même parler rapidement des Rangers de New York. Mais il faut dire aux gens, juste une parenthèse, on bosse sur la saison prochaine très fort. Oui. Hein? On réfléchit. On profite des vacances parce qu'on n'en prend pas pendant la saison, mais on est déjà en train de préparer la prochaine saison. Grosse séance là, pour décider. On a des projets, des séries qui s'en viennent. On est motivés. Ouais.
Voilà. On est motivé. les quelques-uns on est quelques journalistes là, qui travaillent encore sur la NHL, qui sont encore dans cette saison-ci, mais on a déjà là, les pieds déjà à préparer la prochaine saison pour vous, qui s'en vient rapidement parce que c'est mi-septembre. Puis les U20 les U20 du 9 au 20 août. Donc ça, on va être là-dessus aussi. Ouais. Donc l'été est court, c'est pour ça qu'on prend nos vacances dès qu'on peut. Exact. On va quand même parler des Rangers. Ils ont connu un parcours éliminatoire incroyable. Peut-être l'équipe Cendrillon de cette saison. Merci à Igor Shesterkin et à Gérard Galland. Je pense qu'on doit mettre ces deux gars-là en avant. The name of the game is goaltending. Les Rangers sont bien avant, sont en avance sur leur plan de reconstruction grâce à qui? À Shesterkin, qui a été extraordinaire. Qui avait des chiffres extraordinaires en Russie, qui en a toujours un NHL. Ça reste un excellent gardien, des meilleurs au monde. Puis lui, il n'est pas gros puis grand. Il est assez grand, mais il n'est pas hors norme. C'est pas Vasilevski. Non. Et oui, ils ont connu toute une saison. J'aime beaucoup ce que Gérard Galland dégage derrière le vin. Il a l'air tellement serein. Il réussit toujours à avoir... Il y a des coachs comme ça qui ont du succès avec leur équipe. C'est magique. C'est comme... Tac, ça marche. Bon, il a mis Capo de côté. Ouais. Là, ça a fait tout un émoi Capo à chien de pendule un peu devant les médias. Joueur autonome avec compensation. Même... mais moi, Caco, moi, je pense pas qu'il va aller chercher des millions, mais quand Kotkaniemi a signé pour 6, on va s'entendre que Caco peut être aller chercher 6 aussi dans un truc hostile, on ne sait pas. Mais les Rangers sont en avant de la supposition. Ils sont en avant de leur plan de reconstruction. Lafrenière a été intéressant, etc. On y a cru un petit moment, les 2 premiers matchs. Après, il a fait face à plus fort qu'eux, mais leur parcours est... Je pense que là, Glenn Sater peut dire c'est tout bon. Et puis Gérard Galland, ça a été la pioche, la bonne pioche. En parlant de bonne pioche, Bruce Cassidy, qui a connu un congédié par Boston, Cam Neely, que je détestais comme joueur. Cam Neely, quel salopard. Tu n'as pas connu, moi je l'ai connu dans les années 80-90, mais c'était tout un joueur de hockey. C'était mieux de l'avoir contre toi, c'était un power forward, puis il marquait des buts, puis il se battait, puis c'était une pute. Mais bon, bref. Je le détestais comme joueur. Bon, il est un peu comme ça, comme directeur général avec ses entraîneurs. Hein. Il les encense une journée, puis le lendemain, il dit « Ah, il faut changer, les joueurs ont besoin d'une autre voie dans le vestiaire. » Ça, c'est un argument qu'on entend souvent. En fait, on change pour changer. Parce que si on ne veut pas changer trop l'équipe, il faut changer le coach. Puis si tu ne changes pas le coach, il faut que tu changes l'équipe, parce que sur le long terme, ça ne tient pas. Tout le monde s'use un peu. Et puis, on a licencié Bruce Cassidy, puis lui, il a eu du succès, le garçon. Il a fait un très, très bon. Un des meilleurs. Il a tout appris à Bienne, d'ailleurs. Hein, il a passé à Bienne, c'est là qu'il a tout appris. Non, mais je rigole. Mais c'est un gars qui a un aura. Il me fait penser à Young Cooper derrière le banc. C'est un gars qui est un peu rafraîchissant comme ça. Il a l'air assez relativement jeune, assez fit comme ça. Je sais pas, il a l'air d'avoir quelque chose de naturel. Il n'a pas resté au chômage longtemps, lui. Il n'a même pas eu le temps d'aller s'inscrire au chômage. Il a signé hier avec les Golden Knights de Vegas, qui, pour moi, est une amélioration de Peter DeBoer. Qui n'est pas un entraîneur que j'apprécie vraiment. Il a l'étiquette de perdant. Lui, on dirait qu'il tire la gueule tout le temps derrière le banc. Hein. On le connaît pas, évidemment, on juge d'extérieur. C'est justement le dernier sujet que je voulais parler avec toi, Bruce Cassidy. Je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que ce congédiement-là, c'est un peu une annonce de reconstruction ou de changement de direction du côté des Bruins. Je m'explique. Ouais, parce que Bergeron, on ne sait pas s'il revient. On ne sait pas. Marchand va manquer les premiers mois de la saison, assurément, opération parce que 2 opérations hanches. Ouais. Il y a McAvoy qui est opéré également, qui va rater le début de la saison. Pasternak qui a dit que... Pasternak qui pourrait ne pas re-signer si Don Sweeney, le directeur général, est encore là. Et lui qui arrive joueur autonome à la fin de la saison, donc peut-être qu'on va vouloir l'échanger. Il ne reste pas grand-chose. Jake DeBrusk qui avait demandé une transaction également aux Bruins. Il reste quoi à Boston? Est-ce qu'on est en train de changer d'air? Est-ce qu'on s'est dit, on n'aura pas de succès en début de saison prochaine? On va de toute façon virer Cassidy pour peut-être amener un jeune un entraîneur autre qui va travailler avec nos jeunes ou qui va être plus axé développement que... On va aller chercher qui, entraîneur? Très bonne question. Il y en a beaucoup sur le marché. Hein. Il y a Patrick Aymon qui est disponible. Oui. Je l'ai croisé au Québec d'ailleurs. Ah ouais? Ben oui, bien sûr. Je l'ai croisé. Il est venu voir quelques matchs des Remparts parce qu'il est dans la région de Québec. Évidemment, sa famille est là, sa fille et tout ça. Puis il est venu voir quelques matchs des Remparts. Je l'ai croisé avec d'autres espions suisses d'ailleurs. Bon, lui, c'est pas un espion suisse, mais il y avait d'autres espions suisses qui étaient là pour espionner
les jeunes là, qui jouent dans la Ligue majeure du Québec. Et puis, dans les playoffs, ouais, Pat, évidemment, non. Évidemment qu'il n'est pas. Je rigolais en le présentant candidat à Boston, là, mais il est toujours sur le marché, Pat, sans emploi. Mais qui va débarquer à Boston? Ouais, écoutez, on a toujours les anciens noms. Trotz, Voilà, sûrement... John Tortorella aurait signé à Philadelphie. Je ne la savais pas, celle-là. Ouais, selon les rumeurs, il aurait déjà pas vu signé à passer. Philadelphie. Sérieusement? Ouais. Ah, ils font dans eux, ils se font dans le... Mais Tortorella, c'est comme un chat, il Ils a font, 9 ils vies. font du neuf avec du vieux. Hein? Là, les voitures d'occasion sont chères. Alors, les temps qui courent, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Les occasions sont très, très chères. Il n'y a pas d'offre et tout. Voilà. Donc, si vous avez une vieille voiture à vendre ou un vieil entraîneur à placer, c'est le temps. Les enchères montent. La rareté, c'est Barry Trotz, on parle de lui peut-être comme un éventuel directeur général. À Winnipeg. Ouais, soit comme coach ou comme directeur général. Reste que le mec a été coach des Prédateurs depuis leur entrée dans la Ligue dans les années 2000. Donc, ça fait 22 ans qu'il coach. Est-ce que de monter d'un niveau et d'aller dans les bureaux pourrait être intéressant pour lui? C'est beaucoup d'expérience. Donc, ce serait intéressant de voir tout ce mouvement-là. C'est sûr qu'un entraîneur... Tortorella à Philadelphie. Tortorella à Philadelphie. Je m'en remets pas, là. Non, mais je pense pas que c'est un mauvais entraîneur. Hein. Je veux dire, mais... Les gars, t'as pas 9 vies pour rien non plus. Mais Philadelphie, ils sont vraiment... Et là, ils sont dans une reconstruction. Parce que l'autre n'a pas... Celui qui avait remplacé Vigneault, son nom m'échappe. C'était Mike Yeo. Ouais. Voilà, mais eux, ils sont dans la Moïse solide. Hein? Je veux dire, ils sont dans une reconstruction. Puis c'est un gros marché de hockey. Philadelphie, les gens ne se rendent pas compte. Mais c'est un des top 10 dans la Ligue au niveau du marché du hockey. Hein? C'est une ville de hockey. Les spectateurs sont difficiles avec l'équipe quand elle ne performe pas. Et là, ça fait plusieurs années que ça ne va pas très bien du côté de Philadelphie. Et là, on commence une reconstruction et ça pourrait être John Tortorella qui débarque là-bas. Moi, c'est ce que j'ai lu et il y a même des sources assez crédibles du côté de l'Amérique du Nord qui ont sorti ça. Donc, à voir. Mais il y a beaucoup d'entraîneurs sur le marché et lorsque tu fais le repêchage, c'est toujours intéressant d'avoir déjà... pas le repêchage, mais les joueurs autonomes. Habituellement, les équipes aiment avoir déjà leur entraîneur parce que... Ils ont mot à dire. Exactement. Ils ont son mot à dire. Il peut également parler avec le joueur, essayer de le courtiser en lui disant écoute, moi, je te vois là dans mon alignement. Alors que si ton équipe n'a pas de coach, pas de direction, donc c'est moins intéressant. Puis les joueurs aussi, les autonomes veulent savoir où ils mettent les pieds parce que si le petit Domi était disponible, je ne suis pas sûr qu'il signerait à Philadelphie. Non. Par exemple. Non. Si sachant que c'est Tortorella, par exemple. Bon, on termine tout ça avec 3 commentaires. Kevin qui dit « Joli polo en passant, Stéphane, avec ton polo des remparts. » Vrai, j'aime pas penser. Et ça fait lien avec Michael qui nous demande « Bon, Stéphane, Théo va jouer où? » Fabrice qui lui répond « Pour le moment, il s'entraîne avec le LHC. » À suivre au prochain épisode. La semaine prochaine. Non, mais on va laisser passer le repêchage avant de prendre quelconque décision parce qu'il est toujours admissible au repêchage de la NHL. Ouais, bon, ça c'est le... Mais, oui, et puis ça va Il est avec le LHC cette semaine, effectivement. Il y a une espèce de get-together cette semaine à Lausanne où les joueurs étrangers, tous les joueurs sous contrat sont présents. Un petit peu de glace, un petit peu de team building, une petite balade à la montagne à Villars. Hier, un petit truc de guerre. Là. Paintball. Paintball, etc. Donc, c'est un peu un get-together de l'équipe. Un peu de glace aussi, intéressant. Commencer à faire un peu de tactique sur la glace et tout. Donc, je te dis ça parce que j'ai vu l'entraînement hier. Je suis passé faire un tour. C'est assez intéressant. Il y a 2 groupes et tout. Donc, non, ça va suivre. Il n'y a rien que de nouveau que vous n'avez pas lu dans les médias, etc. J'ai hâte qu'on arrête d'en parler aussi. Parce que finalement, Théo, il dit « Papa, ça fait 2 mois que je réponds toujours à la même question. » Et parce qu'évidemment, le fait que Lausanne l'ait annoncé, c'est leur droit. Hein, c'est vrai qu'il y a un contrat valable et Lausanne l'a annoncé. À ce moment-là, c'est parti pour lui en Amérique du Nord. Ça a été difficile à gérer parce que la série, son équipe était encore en lice. Puis les médias nord-américains, mais évidemment, Québec, c'est un gros marché. C'est très médiatisé. Il y a des journalistes qui suivent les entraînements tous les jours, etc. Donc, il y a eu... et puis, on lui pose des questions sans arrêt. C'est normal, c'est le business, c'est comme ça. Et puis Théo, il dit, moi, je n'ai marre de répondre toujours à la même question. Là. Laissez-moi assez du temps, puis on vous dira quand ça sera décidé, en gros. Mais c'est intéressant, la Lausanne voulait l'avoir cette semaine. C'est bon pour lui aussi. Oui, c'est intéressant. Là, il a repris contact avec pas mal de gars en Suisse et tout ça. Puis après, il retourne au Québec quelque temps pour un mois environ pour
s'entraîner parce que l'été, ils s'entraînent avec des professionnels à Québec. Tous les joueurs de NHL qui habitent dans la région de Québec s'entraînent ensemble l'été, jouent au hockey ensemble. Il y a Marc-Antoine Pouliot, par exemple, qui joue avec eux le soir aussi. Guillaume Asselin, l'autre étranger d'Ajoie, celui qui a été blessé toute la saison. Jonathan Hazen. Jonathan Hazen. Donc voilà, les gars, ils se retrouvent à Québec, ils jouent 2-3 fois par semaine, en plus de l'entraînement du matin. Donc pour lui, c'est un super environnement, il adore ça. Et puis retour éventuellement juillet. Ce sera très intéressant à suivre. Il y a peut-être un camp d'NHL entre deux parce qu'il y a le repêchage. Des fois, il y a des invitations, des équipes qui font leur camp tout de suite après le repêchage avec des gars repêchés ou pas. Puis il y en a d'autres en septembre. Donc, chaque équipe fait à sa sauce un petit peu. Donc, faut vivre au jour le jour là, parce que je suis comme vous. Je voudrais bien vous répondre. J'aimerais bien moi aussi savoir, parce que comme parent, tu veux savoir, c'est intéressant de savoir. Mais c'est ça, il est dans un âge où on parlait où il peut encore jouer junior. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, donc c'est pas un long fleuve tranquille. À cet âge-là, ça leur cause moins de problèmes que plus vieux, je pense que. Mais voilà, c'est la vie de joueur de hockey. Les joueurs étrangers qui jouent en Suisse, etc., ils font ce genre de vie aussi, les contrats à gauche, à droite. Voilà, c'est la vie qu'il a choisie pour l'instant. C'est comme ça. Ça pourrait être pire, disons. Oui. Hein? C'est un beau problème. C'est un beau problème. Là, il se remet d'une blessure à l'épaule, il faut le dire. Hein. J'ai pas pu le dire avant parce qu'en play-off, c'est un grand secret, mais il a joué toutes les play-offs. À partir du 3e match de la 2e série contre Rimouski, il a joué blessé. Il a joué vraiment blessé, une entorse solide entorse à l'épaule gauche. Donc, il ne pouvait pas prendre de face-off, il ne pouvait pas shooter les premiers matchs. Il a recommencé à se sentir bien. Bon, évidemment, il jouait avec un tape et tout ça. Il était soigné et tout ça. Il a joué avec la douleur. Il a recommencé à se sentir bien, je dirais, les 2 derniers matchs où ça allait un peu mieux. Puis encore. Donc, il a joué blessé. Mais c'est ça, il paraît que c'est le métier aussi, ça. Hein? Donc, il y a la limite entre le courage et l'inconscience. Ouais. C'est toujours là. C'est comme les gars qui se mettent par terre, un genou par terre pour bloquer des pucks. Je me dis, t'es courageux, mais quelque part, t'es un peu inconscient. Tu sais pas ce qui peut t'arriver. Tu fais confiance au destin de dire, je vais pas me faire casser la mâchoire. Voilà, bon. Là, il était, lui, entre le courage et l'inconscience. Il voulait jouer. C'est normal, en même temps. Jouer dans la douleur. Quand tu peux pas jouer au golf, mais tu peux jouer au hockey, il y a un problème. Ouais. C'est qu'il y a un problème. Donc, voilà, mais il a joué essentiellement blessé, mais ça fait partie du métier. Là, il doit guérir cette épaule, parce qu'il n'est pas totalement guéri, évidemment, parce que quand tu joues blessé, tu reportes la guérison. Donc, il doit guérir l'épaule avant de recommencer à faire de la force et tout ça. Mais voilà pour la petite histoire. Mais, longue histoire pour dire que on ne sait pas. Moi non plus, je ne sais pas. On verra dans les prochains mois. On va commencer par prendre des vacances. Vive cette finale, prendre des vacances et on aura toutes les réponses à nos questions ensuite. Voilà. On termine avec un mot de la fin, Kevin. Je pense qu'on va avoir droit à tout un spectacle pour cette finale. Il va falloir en profiter. Tout à fait raison. Finale qui commence, je le rappelle, cette nuit du côté de MySports. On va vous présenter tous les matchs commentés et co-commentés en français. Si vous voulez avoir tout l'horaire de cette finale, c'est sur nos réseaux sociaux. Également, les annonces de matchs seront la veille des matchs. Donc, ce soir, rendez-vous à 2h sur MySports One pour le tout premier match de cette finale. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été avec nous. Ce fut un réel plaisir de te retrouver en studio pour ce Overtime NHL. Toujours prêt, en forme. Et si la finale n'est pas trop longue, on va avoir un autre épisode d'Overtime NHL pour un petit récapitulatif, peut-être un petit coup d'œil vers le draft qui va approcher également à grands pas. Ouais. Sinon, ce sera le temps des vacances et on ferait peut-être un autre épisode un peu plus tard. C'est sûr qu'on va en faire du moins pour le Mondial M20 pour se remettre un peu dans le bain de ce tournoi qui sera intéressant. Si on considère que les clans d'entraînement vont commencer début août en Suisse avec des matchs amicaux, des tournois, les U20, on est aussi proche du début, presque aussi proche du début de la prochaine saison qu'on l'est de la fin de la dernière. Oui, exact. Ça s'en vient vite, Stéphane, ça s'en vient vite. C'est comme ça. Merci à tous d'avoir participé en grand nombre sur le chat et de nous suivre semaine après semaine pour nos Overtime NHL. Je vous dis à tout bientôt et surtout, ne manquez pas la finale sur MySports. Bye bye. Bye bye.